car nous sommes tous concernés. Si nous voulons stopper les MTN, prenons les médicaments distribués durant la campagne de masse. Mettre fin à la négligence des MTN, une affaire de tous. Mesdames et messieurs, bonjour, très ravi de vous retrouver pour cette édition du Trésor à la une de l'actualité. Les centres d'état civil sénégalais se transforment grâce à une nouvelle dotation en équipement informatique. Cette avancée, partie intégrante du projet NECAL, vise à renforcer l'état civil et établir un fichier national d'identité biométrique. Préparatif de la Tabaski à 2 semaines de la fête, le ministre de l'Élevage annonce que le gap de 250 000 têtes est résorbé à plus de 60%. Le secrétaire d'État chargé des coopératives et du monde paysan a débuté une tournée des points de vente. Première étape, le forail de Missirah-Wadene. Et puis, face à des rumeurs persistantes d'une hausse du prix du riz au Sénégal, les commerçants réfutent et annoncent même une baisse. En parallèle, l'association des consommateurs appelle à une stricte observation des prix réglementés. On le verra. Et puis, le grand format découverte de ce trésor explore l'histoire touchante de Touba Peykouk, un village autrefois dédié au reclassement des personnes touchées par la lèpre, aujourd'hui libéré de son statut spécial mais toujours confronté à la stigmatisation. Ses habitants appellent à une reconnaissance cartographique respectueuse. Découverte à suivre. Voilà pour les titres de ce trésor. Bienvenue à tous. Coopération renforcée entre le Sénégal et la Mauritanie. Les deux pays ont renouvelé le protocole d'application de la Convention sur la pêche et l'aquaculture initialement signée en 2001. Les ministres de la Pêche exhortent les acteurs à respecter scrupuleusement les dispositions. Compte rendu, Momodou Sakine. À travers la signature de cette convention, la République islamique de Mauritanie accorde au Sénégal un quota de 50 000 tonnes de poissons par an. Un quota qui est limité à 250 scènes tournantes déployées par 500 embarcations ciblant les espèces pélagiques. Selon toujours l'accord, 6% de ces embarcations doivent débarquer obligatoirement en Mauritanie. D'où cet appel du ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires. L'accord de pêche entre le Sénégal et la Mauritanie, qui date de 2001, est un modèle de gestion transfrontalière des ressources halieutiques partagées qui vise à assurer la durabilité et la conservation de nos ressources maritimes communes et à approvisionner nos marchés nationaux respectifs à travers notamment l'obligation de débarquement d'une partie de leurs produits par nos pêcheurs que nous exhortons à respecter scrupuleusement. Le ministre a aussi insisté sur d'autres points. Nous engageons également nos pêcheurs à respecter les quotas, les zones de pêche et à utiliser des méthodes de pêche durables et à veiller à ce que l'impact sur les écosystèmes marins soit minimal. Ce déplacement du ministre des Pêches en Mauritanie a un double objectif. D'une part, le renouvellement du protocole de pêche qui arrive à échéance dans quelques semaines et d'autre part, l'échange d'expériences sur la base de nos avantages comparatifs respectifs dans les domaines ci-après. La pêche continentale, l'aquaculture et l'industrie de transformation de produits de la pêche du côté sénégalais, la surveillance maritime et la recherche scientifique du côté mauritanien. En marge de la visite de travail, le ministre des Pêches a été reçu en audience par le Premier ministre de la République islamique de Mauritanie. Dr Fatou Diouf s'est aussi rendu au centre de surveillance des gardes-côtes mauritaniennes. Modernisation en vue pour les centres d'état civil du Sénégal grâce au projet NECAL. Ordinateurs, imprimantes et équipements de pointe sont désormais disponibles pour renforcer l'efficacité administrative
et consolider un fichier national d'identité biométrique. Ça le sait. L'acte est symbolique, il entre dans le cadre de la modernisation de l'état civil. Au total, des centaines d'ordinateurs et d'imprimantes sont mis à la disposition des collectivités territoriales. Le matériel que nous vous remettons aujourd'hui à la disposition des communes permettra aux officiers et agents d'état civil de travailler plus efficacement et d'offrir un meilleur service aux usagers. Il s'agit de 1200 ordinateurs, 1000 imprimantes, 1200 onduleurs, des serveurs et d'autres équipements d'une valeur totale de 1,2 milliard de francs CFA. Cette opération financée par l'Union européenne, que je remercie au passage, s'inscrit dans le cadre d'un vaste chantier de digitalisation de l'état civil engagé par mon département à travers l'Agence nationale d'état civil dans le cadre de la mise en œuvre du programme NECAL, que je félicite au passage. Monsieur le ministre, je voulais dire que cette opération que vous allez faire aujourd'hui est certes une opération de modernisation, mais c'est également une mesure d'équité territoriale qui permet aux communes rurales d'être au niveau avec les communes urbaines et d'être connectées à l'intranet gouvernemental. Auparavant, la tutelle a effectué une visite sur le site d'indexation des données d'état civil, une infrastructure équipée qui fonctionne avec environ 300 opérateurs et contrôleurs. Leur travail consiste à saisir dans des formulaires les informations contenues sur les actes déjà numérisés. Quelques 19 millions d'actes d'état civil numérisés sont déjà indexés et versés dans la base de données centrale de l'état civil que constitue le registre national de l'état civil. Le registre national de l'état civil ainsi que l'application de gestion des faits d'état civil sont hébergés de manière sécurisée dans des data centers de l'État par CNM SA qui, en plus de fournir 2 sites d'hébergement, a mis en service la connexion de 234 centres d'état civil reliés à l'intranet gouvernemental. Quelques 255 autres centres seront aussi connectés dans les semaines à venir. Ce travail se poursuit avec les équipes de l'ANEC. À ce jour, l'application de gestion d'état civil est installée dans 145 centres avec la formation des agents. Des séances de travail avec l'ANEC, la Direction générale de la comptabilité publique du Trésor, ainsi que Gaïndé 2000 ont démarré l'intégration de la solution comme concentrateur de paiement dans la plateforme d'offre de services aux usagers. Cette plateforme va permettre aux usagers de demander de manière sécurisée des actes d'état civil sans se déplacer, mais aussi de vérifier l'authenticité des copies d'actes. Le lancement de cet important projet pilote est prévu pour septembre 2024. Ainsi, la modernisation de l'état civil se poursuit et le ministre Moussa Balla Fofana entend accélérer le processus. Nouvelle ère pour Sénégal Numérique SA. Isidore Diouf prend les rênes avec l'ambition de propulser la digitalisation de l'administration et de booster l'industrie numérique. Son prédécesseur, Cheikh Bakhoum, souligne les réalisations marquantes de son mandat. On reste avec vous, Salosek. Après 9 ans et 11 mois passés à la tête de la direction générale de Sénégal Numérique SA, Cheikh Bakhoum passe le témoin à Isidore Diouf. Une nouvelle ère s'ouvre donc dans cette société nationale et dans sa vision adossée aux instructions du chef de l'État, le nouveau directeur général entend renforcer la politique de digitalisation de l'administration. Le cap défini par le président de la République est très clair. La digitalisation de l'État et le développement de l'industrie numérique constitue l'un des piliers de sa gouvernance. Et le CNM constitue le moteur, la cheville ouvrière de cette stratégie. Notre vision est que le numérique est un accélérateur du développement sur tous les plans, économique, industrie, santé et dans le domaine de l'éducation. Et je pense que le CNUM doit être l'épicentre justement pour pouvoir piloter toutes ces ambitions-là dans les différents secteurs que je viens de citer. Un véritable travail d'accélération va être mené pour permettre au CNUM SA de mieux jouer son rôle. L'économie numérique actuellement pèse 3,3% de notre PIB. Et le taux de pénétration de l'Internet, les dernières statistiques de 2021, est environ de 46%. Donc c'est vous dire que l'ambition et le défi est large. Et il nous faut justement accélérer tout le travail qui a été fait, qui a été bâti à ce stade-là pour justement dépasser ces taux de pénétration-là
et justement être au niveau des têtes de pont en Afrique dans le domaine de la digitalisation. Autre défi à relever, la construction d'une infrastructure robuste et sécurisée pour être la tour de contrôle des programmes digitaux de l'État. Des actions inclusives qui devront renforcer les acquis de la société. Nous avons priorisé les outils au service de l'amélioration des conditions de travail de l'administration, mais aussi de la perception du service public par les administrés. Je fais allusion à des plateformes comme Sénégal Service, qui consacrent aujourd'hui la dématérialisation des procédures administratives. Je pense à l'ambitieux programme PAMA avec Girafe, qui a accéléré définitivement l'outillage des agents, des fonctionnaires, de toutes les hiérarchies et a permis une intégration de près de 18 000 agents sur la messagerie gouvernementale. Ces initiatives vont être renforcées par le directeur général entrant. Un appel est donc lancé au personnel pour une mobilisation afin de relever les défis de l'accélération de la digitalisation de l'administration. Face à des rumeurs persistantes d'une hausse des prix du riz au Sénégal, les commerçants contre-attaquent en annonçant une baisse du coût de la tonne. Une affirmation soutenue par l'Association des consommateurs qui appelle au respect strict des prix réglementés. C'est un reportage d'Aminata Mengofal. Depuis quelque temps, des rumeurs sur une prétendue hausse du prix du riz brisé non parfumé circulent. Au marché Castor, le constat est tout autre. Les commerçants s'étonnent et vendent toujours au même prix. Nous vendons toujours au même prix. Le sac de riz à 23 500 francs. Le kilogramme à 500 francs. Cela fait 4 ou 5 mois que les prix n'ont pas changé. C'est juste des rumeurs. Il n'y a pas de hausse à notre niveau. Du côté des importateurs, l'on parle plutôt d'une baisse de 20 000 francs sur la tonne. Aujourd'hui, même avec la subvention de l'État, les prix ont baissé de 20 000 voire 25 000 francs par tonne. Aujourd'hui, ce riz-là que vous voyez, c'est du riz de luxe. Non parfumé, mais riz de luxe, qui n'est pas de l'Indien. À un super, c'est la qualité. Aujourd'hui, que tu peux avoir à 360 000. Donc, ce qui veut dire que nous, les importateurs, si l'Inde ouvre ses portes, où est-ce que nous allons? Avec ce riz-là, on peut pas vendre à 380 000. Et donc, tous les jours, on est connecté sur les réseaux sociaux, on est connecté sur les médias, on dit le riz a augmenté, a augmenté, a augmenté. On ne peut pas expliquer ça, nous. Malgré les tensions notées sur les marchés internationaux depuis le mois de janvier, l'État a jusqu'ici encadré les prix et les marges bénéficiaires. C'est la situation qui prévaut depuis le mois de janvier. Donc, subitement, quand on se réveille pour parler de hausse au mois de mai ou bien au mois de juin, comme si les choses ont changé de janvier à nos jours, c'est ce qui véritablement pose problème. Avant janvier, oui, le riz était peut-être moins cher que cela. Mais depuis janvier, nous sommes sur la même pente, nous sommes sur la même tendance de 385 000 à 360 000 francs la tonne. L'ancien régime avait fixé la marge. En fixant la marge, il y a toujours des bigaleux qui ne respectent pas les marges qui leur ont été concédées. Mais on peut dire de source sûre que l'importateur n'a pas augmenté sa marge. C'est là où on maîtrise le mieux, au corps de contrôle, d'être sur le terrain, avec les 1000 volontaires de la consommation. C'est pourquoi nous demandons que ces 1000 volontaires accompagnent maintenant les corps de contrôle sur le terrain pour momentanément vérifier quand même l'encadrement par la marge. Avec les restrictions de l'Inde, premier pays exportateur de riz dans le monde, les importateurs sénégalais ont migré vers le Pakistan et la Thaïlande pour approvisionner le marché. Certains disposent d'assez de stocks et ont du mal à l'écouler. On vend à perte, mais on est contraint. Parce que madame, vous avez ça, c'est beaucoup d'argent. L'argent là, qui est là, c'est des milliards. C'est des milliards que l'importateur, que je disais tantôt, qui est le premier patriote, qui met ces milliards dans le périssable. L'argent là, on la loue. Il y a des échéances, il y a des frais fixes, il y a des frais bancaires. Avec les engagements, on est obligé de vendre. Parce que depuis l'annonce, tout le monde est là.
chaque jour, un distributeur qui devrait commander 100 tonnes, il commande 20, il dit que non, c'est pas sûr de commander 100 parce qu'à chaque moment, on peut changer le truc. Même le boutiquier à côté, au lieu d'acheter 20 sacs, il achète 10 sacs parce qu'il dit que à chaque instant. Donc nous, on a besoin de l'État pour s'asseoir sur une table, pour parler, parce que nous sommes des Sénégalais. Le sacrifice que les gens là ont fait pour mettre du stock en place aujourd'hui, c'est vraiment à saluer, quoi. 80 à 90% des Sénégalais consomment le riz brisé non parfumé. Le reste préfère le riz parfumé, plus cher, avec une qualité supérieure. Même cette catégorie n'a pas connu une augmentation sur le prix. Ça, c'est un riz de luxe qui n'a jamais été subventionné par l'État, qui est consommé par 10 voire 15% des Sénégalais. Même ce riz-là est revu à la baisse. Même celui-là. Aujourd'hui, on vend la tonne à 453 000. Qui était auparavant 460 000. Donc on perd là-bas 30 000 francs par tonne. Le Sénégal consomme 5 000 tonnes de riz par mois. Il est obligé de recourir à l'importation pour satisfaire la demande nationale. Des efforts notés dans la production locale sont à accélérer pour assurer la souveraineté. Le riz local ne souffre pas quand même d'un problème de commercialisation. Il est consommé et il est aimé des Sénégalais. Maintenant, l'effort à faire, c'est de produire en sorte que ça puisse atteindre tous les Sénégalais. Donc aujourd'hui, peut-être nous sommes à un tiers de la demande nationale. La filière se professionnalise de plus en plus et il faudrait que l'on maintienne la tendance. Et je pense qu'avec la nouvelle politique agricole incarnée par les autorités aujourd'hui, je pense que quand même on peut arriver à non seulement l'autosuffisance alimentaire, mais à une souveraineté alimentaire autour de ce riz. L'autosuffisance en riz est une urgence pour le Sénégal. L'État compte renforcer les politiques rizicoles pour une chaîne de valeur riz plus compétitive. Un vent nouveau souffle sur le secteur culturel avec la création du syndicat national des artistes et professionnels de la culture. Cette nouvelle structure vise à défendre les droits et intérêts des acteurs culturels pour une reconnaissance et une valorisation accrue de leur contribution au tissu socio-économique. On voit tout cela avec Altoum Gueye. Le syndicat national des artistes et professionnels de la culture, SYNAPROC, est né. Désormais, les acteurs culturels ont une autre structure pour défendre leurs intérêts. L'objet de notre rencontre aujourd'hui, c'est de vous montrer nos orientations et de développer les objectifs, tout en créant des aspects qui peuvent nous rendre plus forts et en toute synergie et en collaboration avec la CSA et l'Union des mutuelles de santé pour signer une convention et pour pouvoir vraiment l'exercer. Premier acte posé, cette signature de convention avec la mutuelle de santé communautaire. Objectif, permettre aux artistes d'avoir une protection sociale totale. L'importance de cette réunion, c'est de donner la chance aux artistes de pouvoir se soigner, d'avoir une bonne santé, d'avoir leur protection sociale et de ne plus être derrière qui que ce soit, de prendre leur devant et d'essayer de prendre leur image et leur avenir en main. C'est ce qui nous amène aujourd'hui aussi. Nous avons signé une convention avec les mutuelles de santé. Cette convention va permettre aux artistes de bénéficier d'une couverture de 80% au niveau des postes, au niveau des centres de santé, au niveau des hôpitaux et une couverture au niveau de la pharmacie à 50%. Et nous sommes allés plus loin dans le cadre de la protection sociale et des discussions sont très avancées pour offrir aux artistes, avec la mutualité sociale, en début d'année 2025, une pension de retraite pour les artistes, le droit à un pécule donc, au niveau de l'accident de travail, les allocations familiales, donc le risque maternité. La structure est déjà sur le terrain. Elle vient avec une batterie de doléances. Nous demandons à la SODAV de tout faire pour permettre à tous les sociétaires de pouvoir détenir de leur carte. Le deuxième point, c'est concernant le vote concernant le président du conseil d'administration, la mise en place de la commission permanente de contrôle et aussi avant l'application des copies privées, qu'on puisse avoir quand même quelque chose de clair par rapport aux gestionnaires des copies privées.
Voilà, c'est pratiquement les doléances les plus pertinentes. La feuille de route est donc tracée. Le syndicat national des artistes et professionnels de la culture mettra tout en œuvre pour que ses membres puissent vivre de leur art en toute quiétude. Et place maintenant à l'actualité de nos régions. Préparatif de la Tabaski à 2 semaines de la fête, le gap de 250 000 têtes de moutons est résorbé à plus de 60%, annonce le ministre de l'Élevage. Le secrétaire d'État chargé des coopératives et du monde paysan a entamé une tournée des points de vente avec une première étape au forail de Missira Wadène, l'un des principaux points de vente au Sénégal. Reportage de Penambao. Missira Wadène, un marché à bétail qui joue un rôle très important dans le dispositif mis en place par le ministère de l'Élevage dans le cadre de la Tabaski 2024. Un point de vente national, voire international, qui fournit pratiquement tous les marchés au niveau national et même de la sous-région. La Gambie s'approvisionne à Missira. La Guinée-Bissau s'approvisionne à Missira. Ziguinchor, Dakar, Thiès, tous les coins du Sénégal, c'est Missira. Donc, on remercie aussi l'État. Vraiment, parce que pour la sécurité, surtout la gendarmerie et la jeunesse de la ville, l'État nous a donné beaucoup de faveurs parce qu'on ne paye rien. On a un marché de niveau international. Comme les Maliens, comme ils ont expliqué, il y a la Mauritanie, il y a le Mali, il y a le Gambie, il y a le Guinée-Bissau, il y a toute ces régions, ils viennent ici. Si on a ça aujourd'hui aussi, on a des autorités qui nous ont accompagnés. Au forail de Missira Wadène, l'on constate aussi l'effectivité des dispositions prises par l'État lors du Conseil interministériel sur la Tabaski 2024. Et pour cela, vraiment, nous remercions les autorités d'avoir veillé au respect strict des directives qui ont été données pour leur matérialisation. Et ce que nous avons vu aussi, c'est que le marché est très bien approvisionné. Les besoins nationaux en termes de moutons, à jour moins 16, nous avons une disponibilité presque de 65%. Alors qu'au même moment, l'année dernière, le disponible actuel est supérieur de 10%. Donc ça signifie que tous les indicateurs sont au vert. Au même moment que j'arrivais, la quantité d'aliments de bétail mise à disposition de ces forails venait d'arriver. Et le préfet et les autorités administratives ici présentes, avec tous les services concentrés et les acteurs, prendront les dispositions adéquates nécessaires pour le dispatching d'aliments de bétail. Outre la gendarmerie qui assure la sécurité des lieux, les jeunes de la commune se sont également engagés aux côtés des éleveurs. C'est pourquoi on a décidé, nous, les deux communautés, que nos comités, s'ils débarquent ici, ils prennent au moins une somme de 15 000 francs, ils donnent à la jeunesse et ils veillent. Parce que si le mouton veut mourir, ils vont te dire qu'il va mourir. Si tu veux de l'eau, c'est eux qui savent les points d'eau. S'il y a des travaux qu'ils peuvent faire. Et ici, ce que nous avons vu, c'est qu'un travail de collaboration avec les jeunes de Missira a permis de mettre en place un autre mécanisme d'appui ou d'appoint. Parce que ce ne sont pas eux qui assurent la sécurité, mais ils viennent en appoint aux forces de défense et de sécurité, particulièrement la gendarmerie, qui a le seul rôle régalien d'assurer la sécurité. Mais ils viennent les appuyer. Et pour cela, nous félicitons les jeunes de Missira. Autre doléance des éleveurs, l'extension du forail, vu le nombre de moutons qui ne cesse d'augmenter d'année en année, mais également l'éclairage de tout le village pour lutter contre le vol de bétail, un vrai casse-tête pour les éleveurs. Et pendant ce temps, des points de vente de moutons fleurissent partout au Sénégal, mais tous ne sont pas autorisés pour bénéficier des subventions sur l'aliment de bétail, par exemple, et garantir des prix justes et assurer la sécurité des troupeaux. Les vendeurs sont incités à se regrouper sur les sites homologués. Les autorités mettent en place toutes les mesures nécessaires pour un bon déroulement des opérations. C'est un reportage signé Louis Vizza. Dans l'optique de réguler l'approvisionnement du marché en cheptel avant la Tabaski, les autorités administratives ont réparti des sites de vente appropriés. Dans la région de Dakar, un arrêté du gouverneur fixe les points de vente des animaux sur pied. Ces mesures de facilitation s'appliquent sur une période de 105 jours. Les vendeurs de face essaient implantés au niveau du garage Cypress apprécient les commodités qui vont avec. Il y a les gars de la Sénélec qui viennent descendre une ligne d'électricité. À partir de cette ligne, on se branche nous tous. Pour l'eau, il y a des points d'eau.
On monte des robinets, c'est de là-bas qu'on a l'eau. C'est l'État qui nous gère ça. On est obligé de diminuer les prix. La police 4e, là, nous avons patrouillé pendant la nuit, ici, quoi. C'est pour cela que la sécurité, problème de sécurité, oui, ça se passe bien ici. Au total, 33 points de vente pour la capitale. Et c'est seulement dans ces sites réglementés que les commodités sont disponibles. Nord Foire, cité BCAO, point de vente autorisé et bien aménagé. Ici, l'eau est gratuite, l'éclairage assuré, la sécurité et les toilettes disponibles au grand bonheur des éleveurs et vendeurs. Nous sommes fournis en eau et en électricité. Et cette année, l'eau et l'électricité sont venus un peu plus tôt par rapport aux autres années. Donc du coup, ça nous a un peu facilité la tâche. La gendarmerie fait des rondes 2 à 3 fois par jour. Donc du coup, on n'a pas de problème d'insécurité. La subvention est à 50% parce que l'aliment coûte 9 500. Mais au vu, après la subvention, ça diminue jusqu'à 5 000. Donc pour le moment, nous n'avons pas encore reçu de subvention. À côté de ces points de vente, il existe ceux non officiels. On n'a rien vu les policiers ou les gendarmes ou hommes tenus, non. Mais on n'a rien vu que les subventions ou on n'a rien vu. Pour l'instant, on achète à 100 ou bien 110. Mais maintenant, on achète là-bas à 100, 125, 130. Ouais. Si on a venu ici, il faut qu'on minimum à 170. Depuis qu'on est ici, chaque jour qu'on achète de l'eau à Brigo à 1000 francs, de l'électricité, tout le monde a corrigé de 4000 francs pour installer nos électricités. Même la sécurité, c'est nous qui faisons la sécurité toujours. Pour bénéficier de tous ces avantages mis en place par l'État, certains éleveurs et vendeurs sont priés de rallier les points de vente autorisés. Point besoin d'occuper l'espace public de manière anarchique et solidaire si l'on veut recevoir de l'aliment du bétail subventionné. Et à Kaolack, le service de néphrologie de l'hôpital régional célèbre une décennie de lutte contre l'insuffisance rénale, maladie prévalente dans la région. À l'occasion de son 10e anniversaire, un bilan est dressé sur les succès et les défis persistants, notamment la capacité limitée de la prise en charge qui ne répond qu'à une fraction des besoins. Claire Diop. Les activités ont d'abord démarré par des consultations, puis par l'hémodialyse en 2014. Après toutes ces années d'offres de services sanitaires, une pause s'impose afin de partager les données épidémiologiques avec les médecins de la région. Aussi de donner les règles pratiques pour une meilleure prise en charge des malades rénales. Le constat fait est que la pathologie gagne de plus en plus du terrain. On se rend compte qu'il y a au moins un nouveau patient par jour. Et par rapport à la dialyse également, on se rend compte que en 10 ans, la population de Kaolack a évolué. Par contre, le centre de dialyse reste le même, avec la même capacité d'accueil depuis de 2014 jusqu'à 2024, alors que la population de Kaolack augmente. D'où ce plaidoyer fort pour la construction d'un nouveau service de néphrologie pour mieux répondre à la demande. Il y a une vétusté des locaux. Et c'est pourquoi aussi, pour ces données, l'objectif également, c'est de dire que nous sommes en train de travailler, nous faisons un effort de travailler, mais nous ne sommes pas quand même dans les conditions optimum pour le faire. Et pour réaliser d'autres actes qu'on aurait dû faire, comme la dialyse péritonéale, comme les poncions biopsies rénales, parce que nous n'avons pas d'espace en tant que tel. Les malades abondent dans le même sens. À cela s'ajoute l'accès difficile à certains médicaments. Vraiment, nous en avons besoin. Nous sommes dans une salle très étroite et nous sommes hébergés même par la médecine générale. C'est très dur de rester là-bas pendant 4 heures de temps. Après la dialyse aussi, nous sommes exposés dehors au soleil. Là, la construction d'un centre est très nécessaire. Le produit là, Misera, qui est subventionné par l'État, mais qui nous revient à 27 500. Et le malade, souvent, en prend 4 dans le mois ou 5. C'est coûteux, plus les autres médicaments à prendre. Le ministère de la Santé a pris part à la rencontre pour des solutions durables. Nous avons fait en sorte qu'il y ait un maillage national dans toutes les régions qu'on ait des centres de dialyse. Et nous, avec le ministre de la Santé, Dr Ibrahima Sy, nous travaillons à renforcer cela, à faire en sorte que la liste d'attente soit vraiment résolue,
qu'on ait une capacité d'accueil plus étendue dans nos centres et qu'aujourd'hui que des kits soient disponibles. Et tout cela réside à des concertations entre acteurs et à des recommandations fortes qui sont prises pour accompagner le ministère dans cet élan-là de résoudre le problème de la dialyse au Sénégal. À ce jour, le Sénégal compte quelques 26 centres de dialyse. Kaolack abrite l'un des plus grands avec ses 9 générateurs fonctionnels pour une cohorte de 43 malades chroniques, soit 3 branchements un jour sur 2. Au-delà des consultations, des séances de dialyse, des séances d'information et d'éducation pour un changement de comportement. Et direction, pour finir, Touba Pays Cook, un ancien village de reclassement pour personnes affectées par la lèpre. La stigmatisation persiste malgré l'éradication de la maladie il y a 9 ans au Sénégal. Les habitants demandent aujourd'hui la reconnaissance officielle de leur localité sans les stigmates du passé, soulignant la nécessité d'une véritable inclusion sociale. Grand format découverte est signé Mariam Biramba. Les villageois environ ne venaient pas ici nous voir parce qu'ils craignaient d'être contaminés. Mamadou Diakhaté, sexagénaire, natif du village de Touba Pays Cook, un des 9 villages de reclassement social que compte le Sénégal. Un village qui a été pendant très longtemps traumatisé par la stigmatisation liée à la maladie de la lèpre. Ça a été dur vraiment. Puisque à ce moment-là, il n'y avait aucune personne qui acceptait de venir dans ce village. Les gens nous fuyaient, vraiment. Ils n'acceptaient pas de boire l'eau du village, ils n'acceptaient pas de manger le repas du village, ils n'acceptaient pas de se frotter avec les villageois. Créé en 1914, ce village de plus de 4000 âmes est situé dans la commune de Fandène, à quelques encablures de la ville de Thiès. Jadis rejetés pour la plupart par leurs proches, ils se sont retrouvés ici. Morsis fait partie de la première génération, arrivée sur le site il y a de cela 78 ans. 46. C'est en 1946 que je suis venu ici. En son temps, les colons qui avaient créé ce village nous avaient octroyé 1 km². La maladie faisait des ravages et les malades étaient regroupés ici pour éviter toute contamination. Une double peine, la douleur physique et l'exclusion. La stigmatisation dont ils faisaient l'objet avaient même eu des répercussions sur la vie de leurs enfants. Auparavant, ces derniers ne pouvaient en aucun cas traverser les rails qui les séparaient de la ville de Thiès. Conséquence, ces fils de lépreux ne pouvaient même pas fréquenter l'école. Et pourtant, ils n'étaient guère malades de la lèpre. Abdoulaye Mar est un témoin de l'histoire. À cette époque, il avait 12 ans. Je fais partie des premiers élèves de ce village. C'était en 1961. À ce moment-là, il n'y avait pas de classe. Il y avait un magasin qui a été construit par l'administration coloniale. C'est là où nous avons débuté nos études. Il n'y avait pas de table bain. Chaque élève venait avec son banc. Mais aujourd'hui, tout a changé. Actuellement, tout a changé. Aujourd'hui, rien que dans le cycle primaire, l'on enregistre 581 élèves. Mieux, des fils de malades de la lèpre sont au niveau des sphères les plus hautes de l'État. Des ingénieurs, on a eu des profs d'université, on a eu des militaires, des caporaux, un peu partout. Le contexte a certes évolué, mais la stigmatisation est toujours d'actualité. Au niveau de la cartographie du Sénégal, ces localités n'y figurent pas. C'est des points rouges qu'on met et c'est de façon administrativement parlant. Parce que c'était régi par une loi, la loi 7603 du 25 mars 1976, qui ne leur permettait pas de figurer sur la cartographie du Sénégal. Et pourtant, la loi portant création de ce village de reclassement social a été abrogée en juin 2023 par le président Macky Sall. Il s'agit de la loi numéro 2023-04 du 13 juin 2023 portant abrogation de la loi numéro 7603
du 25 mars 1976 relative au traitement de la lèpre et au reclassement social des lépreux guéris ou mutilés. Il n'y a pas de mesure d'accompagnement. Ça a été une loi unique abrogée tout court. Et alors que c'est des gens qui ont vécu la stigmatisation, la discrimination pendant des décennies. Et je pense que si l'État prend son courage à deux mains et abroge cette loi, je pense que valablement il doit y avoir un document d'accompagnement de ces villages de reclassement qui ont été laissés en rade pendant des années. Leur souhait le plus ardent, plus de considération de la part des autorités. Si la loi a été abolie, je crois que le village doit exister comme tous les autres villages. On nous avait promis pour les handicapés, pour une assistance sociale, les femmes pour des financements pour qu'elles puissent faire des activités. Bon, il y avait beaucoup de ministres qui étaient venus ici, mais jusqu'à présent, on n'a rien vu. Jadis exclus de la société, ces populations ont retrouvé leur dignité depuis l'abrogation de la loi 7603 du 25 mars 1976.